Décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme nulle part ailleurs. De retour pour une saison 2023-2024 sur les chapeaux de roue. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques. Le tout sans la moindre langue de bois. C'est rare, c'est tous les mercredis, 21h sur Radio J. Alors, cette semaine, on va bien sûr parler de la rentrée très scolaire d'Emmanuel Macron. L'école, toute l'école et rien que l'école, est-ce la nouvelle obsession du président ? Et puis, retour sur l'impact politique des rencontres de Saint-Denis auxquelles le chef de l'État avait convié les oppositions la semaine dernière. Est-ce que l'opération a porté ses fruits ? Et enfin, que se passe-t-il à l'extrême droite en cette rentrée entre une Marine Le Pen très discrète, un Jordan Bardella qui crève l'écran et un Éric Zemmour qui joue sa survie politique ? Alors, pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme politique réunie pour cette première édition de la saison, les Top Guns du décryptage, la crème de la crème, et tout d'abord l'indispensable Arlette Chabot, qu'on ne présente plus, éditorialiste politique sur LCI. Bonsoir Arlette. Bonsoir. L'inévitable François-Xavier Bourmeau, grand reporter au Figaro. Bonsoir FX. Bonsoir David. Et l'inénarrable Antonin André du JDD. Bonsoir Antonin. Bonsoir David. Alors je vous rappelle la règle du jeu, pas de off, pas de langue de bois, vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter, bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, premier sujet du débat, c'est bien sûr Emmanuel Macron qui met le paquet sur la rentrée. Vous me direz, rien de plus normal en cette semaine où nos chers écoliers, collégiens, lycéens reprennent le chemin des cours. Mais alors là, on a quand même le sentiment qu'il en fait des tonnes, le président. Hier, il s'est rendu dans un collège. La veille, il avait répondu sur YouTube aux questions d'Hugo Travers, tous azimuts, abaya, réduction des vacances scolaires, harcèlement, uniforme, report des dates du bac. J'en passe et des meilleurs. On écoute un extrait, c'était précisément sur l'uniforme. Ça prend des proportions folles. Bon. Moi, j'étais plutôt pour que chaque établissement gère la chose. Et donc, je suis plutôt pour regarder qu'on expérimente. Alors, il y a l'uniforme, il y a aussi la tenue unique. Sans avoir un uniforme, on peut dire, vous vous mettez en jean, t-shirt et veste. Je vous regarde. Non, mais c'est pas un uniforme. Moi, ça me va, j'aurais pas grand-chose à faire. Voilà. Je suis plus étudiant de toute façon. Et donc, non, mais je veux dire par là, on peut avoir tout à fait des choses qui sont beaucoup plus acceptables aussi pour les adolescents. La question de la tenue unique, qui n'est pas l'uniforme, qui à mon avis est plus acceptable, peut paraître un peu moins strict d'un point de vue disciplinaire, elle règle beaucoup de sujets. Alors, François-Xavier Bourmeau, vous suivez pas à pas le président dans son agenda. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il a décidé de faire de l'école son nouveau mantra ? Alors en fait, l'école, il en a fait son mantra depuis son premier quinquennat. Ça a été décrété, il avait décrété ça comme priorité de son premier quinquennat et comme priorité du deuxième quinquennat. Mais il s'est passé quelque chose fin juin, c'est les émeutes. Et Emmanuel Macron, à l'époque, a été frappé par les profils des personnes interpellées, des jeunes parfois même pas âgés d'une dizaine d'années. Et ça l'a incité à accélérer sur la réforme, en tout cas une modernisation de l'éducation pour en faire un domaine réservé un nouveau domaine réservé du président de la République, un sujet régalien au même titre que la défense, la sécurité ou la justice. D'ailleurs, au moment du remaniement, il avait envisagé, on lui avait proposé de nommer des personnes comme Édouard Philippe, par exemple. Alors, il y avait un côté tactique dans cette proposition, mais pour une personnalité... On voit Arlette Chabot qui lève les yeux au ciel. Il y avait Jean Castex aussi qui avait été envisagé à un moment. C'était pour donner l'idée du poids qu'il voulait mettre dans ce ministère. Finalement, ça a été Gabriel Attal qui est un proche, sans doute peut-être même le seul qui peut prétendre au titre d'héritier du chef de l'État. C'est un pur produit du macronisme. Parce qu'il y a dans l'idée d'Emmanuel Macron quelque chose d'assez clair. En fait, l'éducation nationale, c'est comme Notre-Dame de Paris. C'est un monument français en péril. Il faut le rebâtir parce qu'il menace de s'effondrer. Et puis, il y a eu plusieurs incendies, effectivement, dans l'éducation nationale ces dernières années. D'où l'offensive extrêmement forte dans cette rentrée. Ce ne sera pas le seul sujet sur lequel il va accélérer comme ça au mois de septembre. On en reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi l'environnement. La question de l'écologie qui est aussi sur l'école. Une priorité. Vous avez raison, on le sentait plutôt préoccupé par le régalien, Emmanuel Macron, ces derniers mois, sécurité, immigration. Pourquoi ce petit changement de braquet, Arlette Chabot ? Franchement, c'est un échec, parce qu'effectivement, François-Xavier le rappelait, c'était déjà la priorité du premier quinquennat. C'est vrai. Et quand vous regardez le sondage publié par le JDD le week-end dernier, réalisé par IFOP Fiducial,
Pas terrible le résultat. Moi, j'ai retenu surtout un chiffre parce que collège, lycée, ce sont les établissements dont on parle le plus. 64% des Français pensent que la situation s'est dégradée. Franchement, C'est pas formidable. c'est pas formidable. C'est à peu près la même chose. On peut mettre en parallèle avec la santé et l'hôpital. Franchement, ça s'est pas amélioré. Alors, on peut dire le président a mis beaucoup d'efforts. Il a pris surtout 2 ministres. Et puis Jean-Michel Blanquer, on avait l'impression que les choses progressaient. Et badaboum, Papendiaï, tout retombe. Et en plus, il choisit... D'ailleurs, j'ai toujours pas compris... il ne s'est jamais expliqué pourquoi il avait choisi Papendiaï pour constater d'un extrême à l'autre l'opposé, qu'effectivement il s'était trompé. Parce que ou alors il fallait garder Jean-Michel Blanquer, ou alors il fallait trouver quelqu'un d'autre, mais surtout pas l'intello en politique, qui est à l'opposé des positions. Peut-être qu'il y avait une autre réflexion d'Emmanuel Macron sur la laïcité à l'époque, il fallait peut-être mettre pédale douce. Donc bref, hypothèse, en tout cas pour moi, c'est l'échec. La situation a continué à se dégrader. Pour vous, donc c'est l'échec numéro 1 du président, l'éducation nationale ? Non, c'est pas l'échec numéro 1, mais je mets ça à côté de la santé. La santé, on peut dire il y a eu le Covid, la situation s'est aggravée. Là, l'éducation, non, ça n'a pas marché. Et alors là, effectivement, ils sont saisis, domaine réservé, comme si le président de la République n'avait pas déjà assez de domaines réservés. L'armée, on le rappelle, la défense et les affaires étrangères. Les affaires étrangères. Là, ils sont saisis. Et alors, il y a une avalanche d'annonces. Franchement, on a... François-Xavier les a rappelés. Moi, j'ajoute l'arbre que devra planter chaque... Exact. Voilà, chaque élève de 6e. Voilà, formidable. Chaque année devra planter son arbre. Et bon courage à Paris dans les cours d'école bétonnées, là. Voilà, pour donc, planter son arbre. Et dans franchement, les cours d'école, d'ailleurs. Les cours d'école, donc, il y a une avalanche dont on ne retient rien. C'est-à-dire qu'on revient toujours à la même question et la même interrogation pour Emmanuel Macron. Un président, il donne la ligne. Il dit, voilà ce que je veux, une école laïque. Et après, on annonce ses décisions. Deuxièmement, effectivement, alors la transformation avec la rénovation énergétique, ok, alors on met le paquet, enfin quand on regarde la somme, c'est dérisoire par rapport à l'enjeu, mais au moins il y a un truc. Mais au lieu de se perdre les détails, on a oublié aussi des cours d'éducation physique, parce que dit-il, la gymnastique, le sport, c'est la santé. Ah zut, j'aurais pas pensé. Donc, moi je trouve ça, en fait, brouillon. Voilà. Brouillon. Pourquoi Antonin André, est-ce qu'il rentre à ce tel niveau de détail ? Il se prend pour le super ministre de l'Éducation nationale, Emmanuel Macron ? J'abonde tout à fait à ce que dit Arlette, avec quelques nuances. Moi, ce qui me saisit, c'est qu'effectivement, on l'a dit, le niveau de l'école française se dégrade. Le collège est quand même un endroit, pour l'avoir expérimenté avec mes enfants, qui est quand même un peu sinistré aujourd'hui dans l'Éducation nationale. Je ne vous parle pas de la réforme du bac de Blanquer, qui aussi est une incongruité. Qui d'ailleurs change tous les ans, puisque le report des dates n'arrête pas de bouger. Et du mal absolu que tous les parents, qui angoisse tous les parents et qui même va provoquer bientôt des suicides chez les lycéens, qui est Parcoursup, qui est une espèce d'enfer bureaucratique et fait d'algorithmes qui ne tient absolument pas compte de la cohérence du parcours d'un enfant, des chances qu'il peut avoir pour la suite. Donc moi, ce qui me saisit, c'est qu'Emmanuel Macron a fait de l'école sa priorité et il s'intéresse à tout sauf à l'essentiel. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est quand même les programmes scolaires, c'est la qualité de l'enseignement, le recrutement des profs. Pourquoi ça ne fonctionne pas au collège, ce Parcoursup qui a compliqué considérablement les choses et qui est une source d'angoisse pour tous les élèves. En réalité, l'essence de l'école, c'est-à-dire comment relever le niveau, il ne s'y attaque pas. Pourquoi est-ce qu'il est à côté de la plaque? Et parallèlement, je ne sais pas, mais je trouve que c'est une... on peut penser qu'il y a une forme de très grande communication chez lui, et moi je finis par penser effectivement qu'il est essentiellement préoccupé par la com, parce qu'en l'occurrence, il a décrété que l'école c'était fondamental. Je rappelle que son épouse est enseignante elle-même, donc exact. Il avait une espèce de crédibilité dans ce choix. Arlette l'a rappelé, on a Blanquer, un techno qui a inventé Parcoursup, enfin franchement le bilan de Blanquer c'est quand même désastreux je trouve. Ensuite Papendiaï, et sur les questions de laïcité, puisqu'on y vient, et sur toutes les mesures que vous avez égrenées, Arlette, en disant c'est brouillon parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je fais une distinction entre Attal et Macron. Je pense qu'Attal est un type courageux, qui a compris que la politique, ça devait être très identifié dans son contenu par les gens qui la recevaient et qui la percevaient. Et je pense qu'il est beaucoup plus courageux qu'Emmanuel Macron et que c'est lui davantage qui est artisan de cette rentrée sur laquelle Emmanuel Macron capitalise derrière en disant « c'est mon domaine réservé, je vais m'en occuper ». En réalité, c'est Attal qui a pris tous les risques. Absolument. C'est Attal qui sort sur la baya de façon extrêmement claire. Attal qui sort aussi sur les épreuves qui doivent être envoyées de mars à juin, ce qui est aussi un engagement assez fort. Et d'une certaine façon, Attal est un vrai ministre de l'Éducation et surtout un homme politique qui fait de la politique pour le service public des gens. Et ça,
effectivement, ça change un peu du macronisme. Alors justement, il y a quand même un paradoxe politique, François-Xavier Bourmeau. Gabriel Attal, c'est un des ministres les plus identifiés, un des rares qui parvient à exister en Macronie. C'est aussi une figure les plus populaires du gouvernement. Est-ce que c'est une bonne idée pour Emmanuel Macron de lui piquer son dossier et d'exister avant lui? En tout cas, avec Gabriel Attal, il a un fidèle à l'éducation nationale. Vous le disiez, un successeur potentiel. Qui marchera dans les clous. Il ne va pas se démarquer d'Emmanuel Macron pour faire un coup politique. Il faut quand même préciser que là, au-delà des annonces qu'a fait Gabriel Attal pour la rentrée, il lui reste un énorme dossier qui est celui du recrutement des enseignants que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a un sujet qui avait été évoqué par Emmanuel Macron dès la fin juin, et qui était la possibilité, c'était à Marseille, et qui était la possibilité de mettre fin à l'emploi à vie dans le corps enseignant, c'est-à-dire permettre aux enseignants d'exercer pendant 10 ans, puis de partir faire un autre métier dans le privé, voire éventuellement de revenir ensuite, de casser... une forme de pantouflage autorisé. Voilà, de casser ces parcours professionnels qui font qu'on est à l'école, au lycée, au collège, au lycée, et puis on passe des concours et on revient à l'école. C'est-à-dire on ne sort pas de l'éducation. On y reste à perpétuité. On y reste à vie, pour ouvrir un peu le corps enseignant sur le monde extérieur. Ce morceau-là, il va falloir le discuter avec les syndicats d'enseignants. Et c'est sans doute pour ça que Gabriel Attal a été nommé à l'éducation nationale, parce que autant Pape Ndiaye était là pour apaiser les relations qui avaient été extrêmement tendues par le passage de Jean-Michel Blanquer, autant Pape Ndiaye, lui, son mandat a consisté à pas de vague. Voilà, on apaise c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. C'est un délicat euphémisme. Il n'y en a pas eu. Quand il a fait même pas un clapotis. Pardon, il y en a eu. Quand un élève harcelé se suicide et que le ministre de l'Éducation met 3 jours à se déplacer, pardon, mais enfin, on rêve, quoi. Non, là, on relève, ça relève plus de la manque de réactivité, manque de volume politique. Du ministre que de la mission. Mais c'est vrai que sur le bilan proprement dit de Pape Ndiaye à l'éducation nationale, c'est quand même pas très fourni, François-Xavier. Non, pour l'instant, en interne, les syndicats d'enseignants sont contents parce que voilà, ils ont eu un peu la paix pendant un an. Ça va changer. Je parlais donc du recrutement des enseignants. Il y a aussi un autre sujet, le raccourcissement des grandes vacances. Mais vous vous rendez compte, ce que vient de dire François-Xavier corrobore exactement ce que je dis. C'est-à-dire qu'il a nommé Pape Ndiaye pour acheter la paix avec les syndicats, pas pour réformer l'éducation, pas pour s'intéresser au niveau des élèves, non. Pour acheter la paix avec les enseignants. Bon, il a acheté la paix, donc maintenant il le vire. Enfin, où est la cohérence politique? Mais au prix d'un bilan totalement inexistant. Oui, mais oui. Alors, c'était un choix stratégique parce que cette paix, elle est achetée au moment où il fait la réforme des retraites. Et il fallait quand même pas qu'il y ait tous les cours professionnels dans la rue. Bon, il y a ce volet-là aussi. Arlette Chabot n'est pas d'accord, visiblement. Si, moi je suis d'accord. Je trouve ça, encore une fois, je n'ai toujours pas compris. Il n'y a même pas d'explication. Il n'y a même pas le président de la République qui dit « je pensais que Pape Ndiaye » ou « je pensais que le ministre saurait ». Voilà, il n'y a pas d'explication. Il est viré, carrément viré très vite, et on ne sait pas pourquoi, en fait, dans la tête du président. Il a imaginé un coup. De toute façon, on imaginait que nous-mêmes, on pensait que ça ne durerait pas très longtemps, parce que, notamment, il était en désaccord sur plein de sujets avec Brigitte Macron. Et ça, c'est pas bon pour un ministre de l'Éducation d'être en désaccord avec l'épouse du président qui connaît très bien le sujet, et notamment sur aussi bien le harcèlement à l'école, c'était sa priorité, évidemment la laïcité également, et l'uniforme, elle avait déjà fait savoir elle-même son désaccord avec Pape Ndiaye. Tout ça, c'est pour ça que je dis c'est une espèce de confusion, et mélasse. Antonin a raison. Que demandent les parents? Les parents veulent qu'on remette effectivement l'enseignement, les savoirs au cœur, au cœur, et la sécurité avec les enfants, effectivement, pas de violence à l'école. Vous et le harcèlement. Vous évoquiez, Arlette, le cas de Brigitte Macron, et vous aussi, Antonin. Est-ce que, petit tour de table rapide, est-ce qu'il y a une vraie influence de l'épouse du président, de Brigitte Macron, sur les choix politiques en matière d'éducation d'Emmanuel Macron? C'est pas la première fois qu'on se pose la question, mais en tout cas, en matière d'éducation, évidemment, elle a des positions, elle connaît. Alors ça, effectivement, elle peut... avoir certainement une influence certaine. Pendant ça fait 4 ans, on l'a vu sortir à chaque fois avec Jean-Michel Blanquer. Elle l'a accompagné partout. Elle était très proche de Jean-Michel Blanquer. Très proche de Jean-Michel Blanquer. On les voyait tous les deux défendre un certain nombre de sujets, à commencer, justement, je parlais tout à l'heure du harcèlement à l'école. Donc, franchement, elle a une influence, et je pense que nous-mêmes, encore une fois, on n'est pas très malins, mais quand on a vu le choix de Pape Ndiaye, on a dit, oh là là, Brigitte Macron ne doit pas être tout à fait d'accord avec ce choix. Donc, elle a une influence qui n'est pas illégitime.
Alors, c'est pas la première fois qu'on se pose des questions, encore une fois, sur l'épouse du président qui choisit des ministres qui influent, pas elle, hein, mais celles qui l'ont précédée en général, sur elle a choisi, elle voulait, elle a demandé que, etc. Mais là, en matière d'éducation, c'est certain. Alors, j'abonde une nouvelle fois. Mais oui, elle a de l'influence, c'est évident, mais est-ce que c'est une bonne chose ? Non. Pourquoi ? Mais parce que Pape Ndiaye est un universitaire absolument formidable, Brigitte Macron était sans doute une enseignante formidable, mais la politique de l'éducation n'est pas faite par des enseignants. C'est pas parce que vous êtes enseignant que vous pouvez faire une politique de l'éducation qui soit cohérente. Elle est sans doute pleine de bonnes intentions. Elle a une expérience de l'enseignement qui lui permet de donner son avis sur un certain nombre de sujets. Mais pardon, la réforme et la gestion de l'éducation nationale, qui est le premier poste de dépense du budget de l'État et qui est un enjeu stratégique majeur pour nous, j'ai peur que Brigitte Macron ne soit pas forcément compétente pour conduire ce dossier. Visiblement, Emmanuel Macron lui-même a peu travaillé le dossier, puisqu'il ne nous parle que des choses accessoires et jamais du cœur du sujet, qui est quand même le niveau des élèves. Et dernière chose pour terminer sur Attal, la grande différence entre Attal et Macron, c'est qu'Attal, il a milité dans un parti, il est construit idéologiquement, il a été au Parti Socialiste, et donc sur l'école, comme sur d'autres sujets, il a une pensée, et il a une pensée à laquelle il croit, et on lui donne les moyens de l'exprimer et d'imposer ses choix, il le fait parce que c'est un bon politique. Emmanuel Macron est un mauvais politique. François-Xavier Bourron, vous êtes d'accord ? Oui, enfin, donc, non, pour revenir sur le oui. Oh, le piège. Très prudent, Fix, il a évité le traquenard. Non, pour revenir sur l'éducation nationale, il y a un consensus général qui apparaît chez certains ministres du gouvernement, notamment Bruno Le Maire, voire même au-delà des rangs de la majorité, chez quelqu'un comme Xavier Bertrand par exemple, qui consiste à dire que réformer l'éducation nationale est un tel chantier que ça ne peut être que le projet d'un quinquennat. Une gigantesque réforme, on y consacre 5 ans, on ne fait que ça pendant 5 ans. Mais là, on est au deuxième déjà, là. Oui, absolument. Et donc, je rejoins Antonin sur l'idée qu'effectivement, il ne s'est pas attaqué à ce chantier. Cela dit, si on élargit, il y avait quand même beaucoup d'autres chantiers en même temps à mener. Alors, il me semble que l'école et la santé sont quand même prioritaires et que le bilan des deux quinquennats de Macron, c'est un service public de la santé qui s'est dégradé encore cet été de façon spectaculaire alors qu'on y met énormément de moyens, et un service public de l'éducation qui est en train de décliner, et avec un président qui prétend que c'est la cause de ces deux quinquennats. Bonjour le résultat. Alors c'est un peu tard. Terrible, juste d'un mot, il y a un truc terrible, c'est ce que disait tout à l'heure effectivement Antonin, quand le ministre détricote ce qu'a fait son prédécesseur tout en disant bien entendu qu'il est dans sa ligne, c'est quand même pas très très bon. C'est-à-dire la réforme du bac, tout le monde a compris là aussi très vite que c'était un petit souci, qu'elle était mal foutue, mal fichue, et pourtant elle avait été réfléchie par Jean-Michel Blanquer. Donc quand non pas le successeur direct, mais l'autre arrive derrière en disant « Bon alors on va changer parce qu'en fait c'est peut-être pas une très bonne idée », ça prouve que tout a échoué depuis le début. Vous imaginez pour les enseignants, pour les enseignants lycéens, comment faire confiance à un pouvoir politique et se sentir soutenu quand il y en a un qui dit on va faire les épreuves du bac là, et puis l'autre qui dit non, on va les déplacer. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Alors, cela étant dit, on a bien compris que vous étiez très réservé, mais est-ce que, même s'il s'y prend tard, même s'il y a eu beaucoup d'erreurs, est-ce que Gabriel Attal, qui est un bon politique, on l'a dit, qui a la confiance du président, est-ce qu'il peut réussir, lui, à réformer le mammouth, comme disait l'autre, en l'occurrence Claude Allègre, ministre de l'Éducation nationale de Lionel Jospin? Avant la fin du quinquennat, ça paraît quand même compliqué. Réformer l'éducation nationale, c'est complexe, mais surtout, ça coûte énormément d'argent. Le choix stratégique qui a été fait par Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat, c'était d'abord de faire revenir de l'argent dans les caisses, d'où la réforme du marché du travail, d'où la lutte contre le chômage, la dynamisation des entreprises, réindustrialisation. Tout ça permet de faire revenir de la croissance. Ça fonctionne, ça a fonctionné. Maintenant, il faut réduire l'endettement, dégager des marges de manœuvre pour financer ces chantiers-là. Ce ne sera pas le chantier du quinquennat, ça peut être décrété en priorité, mais je vous rappelle quand même que si Emmanuel Macron a décrété l'éducation nationale comme priorité de ces deux quinquennats, ce ne sont pas les seules priorités. Il y en a eu énormément d'autres, et si bien qu'on a du mal à faire le tri entre ce qui est vraiment prioritaire ou pas. Alors, un jour, ce sont les violences faites aux femmes, le suivant, c'est la réindustrialisation, enfin, toutes ces priorités se chevauchent, se percutent, et si bien qu'on en revient toujours avec Emmanuel Macron au même problème, à la même question depuis le début de son deuxième quinquennat, c'est quel est le cap.
Et il y a plusieurs caps en même temps, Plusieurs caps en même temps. C'est semble-t-il. compliqué, on tourne en rond au bout d'un moment. Mais oui, Si on prend plusieurs attends, caps, caps. on a plusieurs caps, il y a un moment Très on avance rapidement, pas. et pour finir en beauté cette première partie, je reviens sur l'abaya qui avait été bien sûr la grande annonce de la rentrée. Alors on va pas refaire le débat de fond, mais j'aimerais avoir votre avis très rapidement à chacun de vous. Avec le recul, est-ce qu'il s'agit d'un bon coup politique ? Est-ce que ça peut payer ? Est-ce que ça a payé ? Arlette Chabot. De toute façon, ce qu'a payé, c'est l'entrée, j'allais dire, en autorité fracassante du ministre. C'est vrai que lui, il arrive, il affiche la couleur. En plus, il est efficace. Il envoie tout de suite la lettre à tous les chefs d'établissement, la lettre qu'ils devront adresser aux parents qui ont des enfants qui arrivent, des filles qui arrivent en abaya. Donc, il est efficace. Il prend des risques, lui. Il y va carrément. Il tourne pas autour du pot. On n'est pas dans le en même temps. Il fonce. Donc, ça peut marcher. Et la rentrée, pour l'instant, c'est à peu près bien passé. 67 jeunes filles juste qui ont refusé de retirer l'abaya. Donc, effectivement, ça peut fonctionner. Oui, non, moi, je trouve qu'il a été très fort. Je trouve qu'il a été très fort, qu'il a fait un coup politique remarquable, qui en plus était aussi une question de fond et une question sensible. Il n'a pas peur, il édicte la règle, c'est son rôle, et on va respecter la règle parce qu'elle est extrêmement claire. C'est un très bon coup politique, mais en plus qui repose sur un problème de fond. Donc vraiment, bien joué Attal. Oui, pendant tout l'été, on a vécu au rythme de la rentrée de Gérald Darmanin qui devait être spectaculaire, et finalement on se retrouve avec Gabriel Attal qui truste tous les médias avec ce thème de l'abaya qui s'installe dans le paysage, et donc oui, c'est un très bon coup politique. Une étoile est née, donc Gabriel Attal à suivre. On suivra sa trajectoire filante. Merci pour ces commentaires et toutes ces infos. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de notre débat, les suites de l'opération politique du président et des rencontres de Saint-Denis. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J, deuxième sujet de notre débat. Arlette Chabot, Antonin André, François-Xavier Bourmeau. Alors, les rencontres de Saint-Denis, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Le président avait promis, je cite, une initiative politique d'ampleur. Il l'a fait. Mercredi dernier, il avait convié toutes ses oppositions des Insoumis au RN à une petite sauterie politique dans le cadre austère de l'abbaye royale de Saint-Denis. Un grand débat qui avait duré jusqu'à 3h du matin, 12 heures d'échange, plutôt courtois sur la situation internationale, le travail, etc. Une semaine plus tard, avec le recul, est-ce qu'on peut en tirer, comme dirait l'autre, un bilan globalement positif, Arlette Chabot ? Alors là, je ne sais pas quoi répondre, parce qu'en fait, le succès, c'est d'avoir réussi à garder tout le monde pendant 12 heures. Bel exploit, il faut le souligner, vu le climat à l'Assemblée nationale l'année dernière. Donc je souligne l'exploit, c'est une performance, effectivement. C'est extrêmement habile aussi d'avoir commencé par la politique internationale, parce que là, ça évite que des gens aient envie ou soient tentés de claquer la porte. Ça a duré un long moment. Il parle, on l'écoute, c'est intelligent, donc c'est le même phénomène. Donc là, je dis chapeau, il a réussi un truc. Et après, j'attends. Alors, on a parlé d'éducation, on parle aujourd'hui d'un séminaire gouvernemental, on met en avant des priorités. Tiens, il y a encore des priorités, il y a d'autres priorités. On est reparti sur les priorités prioritaires. Et la lettre qu'il doit envoyer, puisqu'on a dit qu'il avait une grande habitude, effectivement, des synthèses, en étant secrétaire de la commission Attali, il pouvait relever un peu les débats et faire des propositions. Et on attend. Alors, ça doit être cette semaine, ça peut être la semaine prochaine. Et que va-t-il faire ? Peut-être va-t-il sortir de son chapeau une idée, une proposition. De toute façon, il y a la conférence sociale, ça on a compris. Là, il a cédé quelque chose qu'il déteste. Mais là, il va l'organiser, elle va avoir lieu. Et pour le reste, moi j'attends. Ah, vous avez raison, mais est-ce que la conférence sociale, d'abord, c'est pas très nouveau monde macronien, c'est un peu vieux monde, c'est la concession au vieux monde. Et puis surtout, est-ce qu'il y avait besoin de réunir toutes les oppositions pour en C'était naturel qu'il y ait une conférence sociale. François-Xavier. Attendons la lettre, on jugera sur la lettre, mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut constater à la sortie de ce sommet, de ces rencontres avec les chefs d'opposition ? C'est un renoncement habilement camouflé. Voilà. Un renoncement. Emmanuel Macron s'est toujours refusé à organiser un sommet social jusqu'au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Quand Laurent Berger lui propose un Grenelle du pouvoir de vivre, il évacue ça, Édouard Philippe à l'époque évacue ça d'un revers de la main, mais avec le consentement d'Emmanuel Macron, parce que réunir les syndicats autour d'une table et discuter des accords de branche, tout ça, c'est pas son truc. Lui, il veut casser les corporatismes, il veut tout chambouler, tout ça. Donc en fait, cette conférence qui est effectivement une réussite sur la forme,
c'est une normalisation sur le fond. C'est terminé d'Emmanuel Macron le disrupteur, ou alors uniquement Le nouveau monde, c'est fini, quoi. dans l'habillage. En tout cas, en revenir à une conférence sociale au bout de 7 ans au pouvoir, ça me paraît quand même, ça me paraît quand même un retour en arrière assez frappant, surtout de la part de quelqu'un qui s'était fait qui s'est fait fort d'en terminer avec ces rencontres-là. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose en termes de traduction concrète d'annonce. Et d'ailleurs, le président de LR, il l'a noté, Éric Ciotti, interrogé sur ce sujet. On l'écoute. On n'a pas eu vraiment de position très arrêtée du président de la République. Donc aujourd'hui, à votre question, j'ai une forme personnellement aussi d'interrogation. Je ne sais pas sur quoi tout cela va déboucher. D'accord, Antoine et André, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Oui, il se trouve que j'ai eu Éric Ciotti longuement au téléphone après cette conférence sociale. Puisque vous l'avez interrogé pour le journal du dimanche. Absolument, pour le journal du dimanche cette semaine sur la rentrée scolaire et sur l'uniforme. Il était un peu interdit et partagé. C'est-à-dire que oui, Emmanuel Macron a réussi son coup parce que, mine de rien, il a quand même inventer quelque chose qui lui permet de sortir de la contradiction de l'arc républicain qui avait été posé par Elisabeth Borne, disant que ni la France Insoumise ni le Rassemblement National n'étaient dans l'arc républicain, ce qui est une notion un peu impressionniste des choses, une interprétation politique. Emmanuel Macron, lui, s'est basé sur un critère, c'est-à-dire chef de parti représenté à l'Assemblée nationale. Et fort de ce critère, il les réunit tous autour d'une même table. Ce qui, d'une certaine façon, est quand même une forme inédite. Et de ce point de vue-là, c'est quand même une réussite parce que, effectivement, beaucoup ne voulaient pas venir et puis finalement, ils sont venus. Alors, il y a eu des histoires. Et LFI, par exemple, il voulait... Parce que Emmanuel Macron, ça a duré 12 heures. Emmanuel Macron, à chaque fois... Sur les 12 heures, Éric Ciotti m'a dit, en gros, Macron en parlait 5 heures. Donc, vous imaginez ce qui reste pour les autres. À chaque fois, un propos introductif. Et alors, ça, c'est du Macron pur jus, du Macron tout craché. Premier thème international. Et alors, au bout de 5 heures, LFI commence à s'agiter sur son siège. Manuel Bompard dit, nous allons nous en aller, c'est une comédie, nous n'avons rien à faire ici. C'était d'ailleurs bien préparé, la sortie des Insoumis. Voilà. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron leur dit, ah bon, partez. De toute façon, les journalistes vous attendent dehors, et puis vous leur direz que vous avez parlé international, mais que sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, tout ça, vous avez préféré vous en aller parce que vous pensiez que l'essentiel a été fait, vous faites bien. Et à ce moment-là, Manuel Bompard s'est rassis, et puis il est resté bien sagement jusqu'au bout de la réunion, jusqu'au bout de la nuit. Il y en a un seul, en fait, qui a un peu tourné de l'œil, c'est Bayrou, qui vers minuit et demi a suggéré qu'on puisse peut-être faire la suite la semaine d'après, parce qu'il commençait à piquer du nez. Et finalement, l'archer est parti d'ailleurs assez tôt, et puis finalement, ils sont allés jusqu'au bout de la nuit. Donc c'est une réussite absolument, de ce point de vue-là, sur la forme. Sur quoi ça va déboucher, on ne sait pas. On sait qu'il y a déjà un gagnant, mais on en parlera tout à l'heure. Mais on ne sait pas concrètement sur quoi ça va déboucher. Alors, très habile, certes, mais est-ce que c'est pas encore un énième coup de com', un coup de politique de plus dont le président a le secret, Arlette Chabot? Comme disait un de nos confrères cette semaine dans Libération, il a l'art d'organiser effectivement les débats et d'inventer des formats différents pour parler longuement devant ses invités ou ceux qui l'ont convié, un parterre. Et à chaque fois, il bluffe quand même. Parce que je disais que l'un des participants, effectivement, a dit « Il est quand même très fort, ce Macron. » Donc, il est très fort. Bah oui, il est très fort. Mais après... So what ? So what ? Et moi, je me demande quand même si, au fond, il n'a pas un sacré temps de retard. C'est sans doute, cette réunion, il aurait dû l'envisager au lendemain des élections législatives. C'est-à-dire... il y a un an. J'ai été réélu. Il y a une majorité relative, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Ça aurait été sans doute utile. Est-ce que ça aurait été possible ? Je ne sais pas, mais c'était quelque chose à tenter il y a un an. Aujourd'hui, ça s'annonce avant la série de 49.3 sur le budget, on est reparti de la même façon. Donc je ne sais pas, il est habile, il est fort, mais encore une fois, qu'est-ce qu'il en sort ? Puisqu'à chaque fois, on l'a dit et redit, qu'il organise ce genre de rencontres, il ne se passe pas grand-chose derrière. Vous citiez un participant qu'il trouvait très fort, mais il y en avait un autre qui est un peu moins dithyrambique, c'est le patron du PS, Olivier Faure, qui l'a trouvé, je cite, entre guillemets, rincé sur le fond, à court d'idées, flou et peu concret. François-Xavier Bourmeau. C'est vrai qu'Olivier Faure lui-même est un tycoon de la politique. On avait oublié qu'Olivier Faure c'était un phare de la pensée. Tout ce qu'il a produit depuis qu'il est arrivé au PS, d'ailleurs le PS se relève de façon extrêmement flamboyante. Non, vraiment, je comprends qu'il donne des leçons de politique à Emmanuel Macron. François-Xavier Bourmeau. Oui, non, moi j'ai souvenir, là, ces rencontres me rappellent ce que m'avait dit un visiteur du soir d'Emmanuel Macron, comme on dit. Mais c'était vraiment avant les Gilets jaunes, c'est important, c'est avant les Gilets jaunes. Au début du premier quinquennat. Voilà, quelqu'un qu'il connaissait bien et qui m'avait dit qu'Emmanuel Macron avait le fantasme d'une vie en forme de grand oral de l'ENA permanent. Ben voilà, c'est ça. Emmanuel Macron, il aime être sur les estrades, le grand débat national, c'était ça.
plus de 100 heures de débat, avec effectivement à chaque fois lui qui parlait j'ai continu pendant des heures et des heures. On se souvient d'un épisode où il avait convié les plus grands intellectuels français à l'Élysée et il avait péroré jusqu'à 2h du matin au point de les épuiser tous et sans les laisser parler. Je vous laisse reprendre. Voilà, donc c'est innovant sans doute sur la forme. Ça peut mettre peut-être un peu d'étoile dans les yeux aux participants d'assister à ce numéro, surtout qu'il leur était uniquement réservé, puisqu'il n'y avait pas de caméra, conseiller, pas de caméra, pas de portable, rien du tout. Donc c'était un one-man show privé du président de la République réservé aux chefs de parti. Bon, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, attendons la lettre, comment les chefs de parti vont l'amender et sur quoi tout ça va déboucher et qu'il soit autre qu'un banal sommet social. D'un mot, je pense, j'imagine, pour compléter ce que dit François-Xavier, parce que je pense qu'on pense tous à peu près la même chose sur le président qui adore s'écouter parler et faire des tribunes de l'air. Je l'imagine bien sortir à 3h du matin en disant t'as vu, j'ai été bon, t'as vu, j'étais bon. Et voilà, c'est tout intéressant. C'est tout à fait crédible. Pour sortir, c'est pas tellement ce qu'il en sort concrètement, c'est que lui a été bon et donc il est très content et donc l'exercice pour lui est réussi. Bravo, monsieur Macron. Alors Alain Chabaud, vous disiez qu'il était un peu en retard après les élections législatives. C'est vrai qu'on a eu une année de guérilla parlementaire intense, très violente. Et le patron du parti présidentiel, Stéphane Séjourné, avait évoqué, je cite, une nouvelle étape d'apaisement dans le dialogue politique. Est-ce que vous pensez que cette réunion, elle peut calmer un peu le jeu dans la perspective des débats qui viennent? Vous le disiez tout à l'heure, 49.3 en série sur le budget, etc. Est-ce que vous pensez que voilà, ça va mettre un peu de douceur dans ce monde de brut qu'est cette Assemblée nationale? Alors, je suis pas sûre, mais je pense qu'il y a des éléments beaucoup plus importants. C'est par exemple du côté de LFI de voir constater que ces électeurs ne sont pas tout à fait en accord avec certaines positions, puisqu'on parlait de l'abaya. Oui. Ça peut davantage les calmer. C'est une chose. Deuxièmement, que la crédibilité du Rassemblement national est en progrès. Donc ça peut aussi calmer un certain nombre de députés. Alors, est-ce qu'ils vont... Il y a des divisions internes aussi avec effectivement... des jugements très différents sur l'attitude de bordélisation permanente de l'Assemblée. Je pense que ça peut davantage apaiser le débat que la rencontre avec Emmanuel Macron. Cela dit, s'il y a des chantiers intéressants qui sont ouverts sur les institutions, comme on dit d'une manière un peu générale, pourquoi pas? L'essentiel pour lui, c'est quand même qu'il y ait un travail commun qui s'ouvre sur un certain nombre de sujets. C'est ça qu'il faut qu'il engage derrière. Au-delà du Conseil national de la refondation, on oublie tout ça, c'est fini. D'ailleurs, je crois qu'on va enterrer le CNR façon nationale rapidement. Mais en revanche, il y a des groupes de travail qui arrivent à se constituer et qui peuvent avancer sur des sujets très particuliers, là, il aura gagné. Pour le reste, encore une fois, je crois que le bordel, ça viendra davantage du désaveu de la condamnation de certaines attitudes de la NUPES. Alors, il y a la NUPES, mais il y a aussi de l'autre côté le Rassemblement national. Initialement, Emmanuel Macron, il ne voulait convier que des partis faisant partie, je le cite, de l'arc républicain, puis il a convié tout le monde. Et puis, il y a une personnalité politique, Antonin, qui a capitalisé sur cette séquence, c'est le patron du RN, Jordan Bardella. Le fait que Macron l'ait invité et l'ait aussi un petit peu mis en scène, traité, c'est aussi une étape ultime de la normalisation, non? C'est extrêmement intéressant ce qui s'est passé parce que on a le sentiment qu'il y a un intérêt bien compris entre les deux hommes. Emmanuel Macron appelle Bardella. Bardella répond pas parce qu'il est sous sa douche. Donc il rappelle l'Élysée ensuite et il a Emmanuel Macron. Ils discutent pendant un long moment et Emmanuel Macron voit à peu près ce que veut faire Bardella et le trouve assez malin. C'était avant la réunion. Il comprend en gros que Bardella va se saisir de cet objet un peu comme lui et qu'il va jouer le jeu et qu'il va venir avec des propositions assez concrètes. Et Bardella le fait d'ailleurs dans une lettre qu'il écrit et qu'il rend publique sur un certain nombre de propositions classiques du Rassemblement national. Mais le travail est sérieux et ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point Jordan Bardella a impressionné à l'Élysée. C'est-à-dire que moi j'ai eu des gens à l'Élysée après cette journée. Et il me parlait de Jordan Bardella en l'appelant Jordan. Ah oui, alors vous avez raconté ça dans un papier dans le JD. Il y a un véritable crush à l'Élysée. Pour Bardella. On me dit, on a vu ce que Jordan pouvait apporter à la qualité du débat. Voilà, Jordan a joué le jeu. Et là, je me suis pincé. Je me suis dit, ouais, bon, au fond, c'est quand même intéressant parce que c'est quand même intéressant à plusieurs titres. C'est intéressant parce que c'est pas du tout le même credo que Marine Le Pen, c'est-à-dire que clairement Bardella ne joue pas du tout sur le même registre. On sent aussi que Bardella est en train, au-delà de la notabilisation sur le fond des choses, d'aller chercher des sujets et un discours qui se rapprochent un peu
de Sarkozy ou du RPR ancienne époque et qu'il a bien compris qu'il y a un moment où il faudrait qu'il puisse apparaître comme le fantasme de tout le monde, le fédérateur des droites. Et je trouve que c'est très habilement fait de sa part. Et je trouve que, pour le coup, moi, dans cette séquence-là, quelles que soient les inimitiés que j'ai pour le Rassemblement national, je reconnais que Bardella s'est comporté en politique républicain plutôt intelligent. Alors, bien joué pour Bardella. En revanche, vraie question pour Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, avait promis de réduire l'extrême droite à néant ou presque. Est-ce que le fait de mettre en scène, de normaliser Bardella, c'est pas une énorme erreur tactique, Arlette Chabot, de la part d'Emmanuel Macron ? Sauf qu'il peut toujours miser sur une rivalité Bardella-Marine Le Pen. Pas bête. Donc comment écraser le Rassemblement national, si ce n'est qu'en créant une division ? Antonin évoquait l'homme qui pourrait rassembler les droites. Il bouge effectivement sur le fond, sur la stratégie Jordan Bardella. Il est jeune. Du côté des LR, c'est pas extraordinaire pour l'instant. Est-ce qu'il peut y avoir une alliance entre les LR et les macronistes issus de la droite, type évidemment Édouard Philippe ? Enfin, tout ça sont beaucoup de questions, mais je pense que le meilleur moyen de détruire ou d'affaiblir le RN, c'est bien sûr d'enfoncer un coin entre Jordan et sa patronne. Jordan et maman, comme il dit lui-même. Donc voilà. Après, il va falloir quand même combattre Jordan Bardella parce qu'il y a des élections européennes et il y aura une liste macroniste. Il serait bien que cette fois, elle ne soit pas devancée par la liste du RN conduite par Jordan Bardella. François-Xavier, erreur ou bon coup politique de relancer, de mettre en scène Jordan Bardella, qui effectivement va dans quelques mois être le rival de Stéphane Séjourné, le patron du parti présidentiel et proche d'Emmanuel Macron. Mais sans doute les deux en même temps, parce qu'en réalité, Emmanuel Macron, il est pris dans une ambiguïté fondatrice de son mouvement. Lui, il s'est toujours construit contre le Rassemblement national. Il a intérêt à ce que le Rassemblement national soit fort pour se poser en opposant du Rassemblement national. Il ne faut jamais oublier qu'il a essayé de substituer au traditionnel clivage droite-gauche le clivage progressiste conservateur, pro-européen, eurosceptique, voilà. Nationaux ça, contre mondialistes. C'est constitutif du macronisme. Donc il se retrouve en face de Jordan Bardella, qui est son meilleur ennemi de substitution pour Marine Le Pen, mais il n'est fort que face au Rassemblement national, Emmanuel Macron. Droite et gauche, il a essayé de les embarquer. On le voit bien à l'Assemblée nationale, un coup un accord avec la droite pour faire passer un texte, un coup avec la gauche. Sur la rivalité Bardella-Marine Le Pen, évidemment qu'il a intérêt à la nourrir. C'est de bonne guerre. Surtout que Marine Le Pen ne semble pas donner du côté de l'Élysée énormément envie finalement d'aller vers la présidence de la République. C'est ce qu'elle a. Est-ce qu'elle veut sacrifier sa vie personnelle pour ce poste ? Il y a une question qui est toujours un peu posée quand même, une incertitude sur le sujet. Ça a toujours été d'ailleurs la marque du Rassemblement national d'essayer de conquérir le pouvoir et surtout en n'y arrivant jamais. Parce que du Front National version Jean-Marie Le Pen, bien sûr. Parce que la rente, elle est dans l'opposition. Donc c'est exercer le pouvoir, c'est toujours un peu compliqué. Enfin, dernière chose sur Jordan Bardella, fédérateur des droites. Là, oui, effectivement, on trouve une opposition frontale avec Marine Le Pen qui elle est toujours sur la ligne ni droite ni gauche. Elle l'est depuis le début, elle le sera jusqu'à la fin. Et si Jordan Bardella essaye effectivement d'aller grappiller un peu du côté de LR, ça peut poser un vrai problème de ligne au sein du Rassemblement national. Est-ce que ça va se chauffer à l'extrême droite ? Ce sera la troisième partie de notre débat. Pour l'instant, merci pour ces explications fort instructives et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Ça reste entre nous. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Arlette Chabot, Antonin André, François-Xavier Bourmour, ça reste entre nous sur Radio J. Alors, on vient brièvement d'évoquer le cas de Jordan Bardella, qui a fait une rentrée remarquée grâce à l'invitation du président lors des rencontres de Saint-Denis. Ce n'est pas le cas de Marine Le Pen, qui se fait pour sa part extrêmement discrète. Je vais citer l'Express. Hormis quelques tweets estivaux, la présidente du groupe RN à l'Assemblée n'a pas donné signe de vie depuis le mois de juillet. Et l'Express parle même de, je cite, disparition inquiétante. Il faudra attendre le 16 septembre pour son discours de rentrée à Beaucaire dans le Gard. Alors, tout le monde se pose la question. Antonin André, que se passe-t-il ? Alors, figurez-vous que moi, j'avais parlé de disparition volontaire avant l'Express dès cet été pour parler des
vacances de Marine Le Pen. Elle fait comme à son habitude, Marine Le Pen. Tous les étés, c'est un peu la même chose. Elle disparaît totalement. Elle prend des vacances. Elle prend des vacances et d'une certaine façon, elle a raison. Moi, je me rappelle de Barack Obama partant passer 15 jours à Hawaï pour dire un bon président doit pouvoir se reposer s'il veut être d'attaque pour gouverner un pays comme les États-Unis. Il a raison. L'espèce de fauné des politiques qui nous disent je prends pas de vacances, je reste sur le pont tout l'été, c'est complètement idiot en réalité. Moi, j'aime autant qu'il se repose pour qu'il fasse moins de conneries le reste de l'année. Donc, Marine Le Pen a toujours considéré que ses vacances étaient sacrées. C'est vrai que cette année, ça m'a frappé parce que l'an dernier, j'avais à peu près étudié le même sujet et il y avait un peu plus de rencontres, de petits cailloux quand même, des cartes postales. Je crois qu'il y avait eu des photos aussi d'elle sur un bateau. Et puis on avait eu des informations sur avec qui elle avait discuté. Là, rien du tout. À tel point que je vais vous raconter une anecdote. À l'occasion de ce papier, j'appelle le conseiller presse de Marine Le Pen. Et enfin, je le sollicite par texto. Je lui dis, je vais faire un papier sur les vacances et la rentrée de Marine Le Pen. Et il me répond, je suis en vacances. Et alors je lui dis, mais je comprends que vous soyez en vacances, mais pour moi, un conseiller presse d'un homme politique du rang de Marine Le Pen, même s'il est en vacances, il doit pouvoir donner des éléments. Les journalistes et il donne quelques éléments. Et je lui dis, visiblement, nous n'avons pas la même conception de la façon de faire de la politique et des vacances. Et il m'a répondu offusqué, j'espère que c'est une blague. Et puis, silence radio après, donc je n'ai pas eu la moindre information sur l'été de Marine Le Pen. Arlette Chabot, cette rentrée discrète de Marine Le Pen, normal, pas normal, erreur, bien joué? C'est vrai qu'elle rentre toujours très tard. Tous les ans, on a le papier sur mais tous les partis politiques ont déjà fait leur rentrée, etc. Fin août, et Marine Le Pen, la dernière, etc. C'est vrai qu'on peut s'interroger. Je crois que quand Marine Le Pen dit qu'elle sera candidate au bout du compte s'il le faut, pour faire simple. Et quoi qu'il arrive Non. D'abord, s'il le faut. Moi, je pense profondément qu'elle n'a pas forcément très envie de repartir dans une campagne. D'abord, la victoire n'est pas du tout assurée. On est dans une incertitude. Je crois qu'elle est un peu fatiguée, Marine Le Pen. Ça fait quand même des années. Elle est née dans ce milieu politique, dans ce bain politique. Elle a tout pris les coups. Son père, la suite. Bon, elle a quand même réussi. Sa mère, publiant des Sa mère, non, mais c'est une vie difficile. C'est une vie. Alors, on va pas pleurer sur Marine Le Pen, c'est pas le sujet, mais je pense que franchement, elle est un peu fatiguée. Il y a une lassitude pour vous chez elle? Moi, je pense qu'il y a une lassitude. Alors, elle a beaucoup progressé, comme le constate Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Elle a travaillé pour la dernière campagne présidentielle, ce qu'elle n'avait pas vraiment fait pour la précédente. Donc, mais je ne suis pas sûre qu'elle ait fondamentalement envie, quoi. Voilà. Donc, elle va s'y remettre un peu comme tout le monde, retourne au boulot parce qu'il faut bien y aller. Mais voilà. Je pense aussi qu'à l'Assemblée, elle a réussi l'année dernière en tant que présidente du groupe avec l'histoire polie, cravatée, bien élevée, etc. Mais ça demande quand même beaucoup d'efforts, le côté pas de vague, quand on a un certain nombre d'élus qui peuvent déraper à tout moment. Elle a réussi. C'est fatigant. Il faut être là tout le temps, il faut être là aux séances, il faut surveiller son groupe, il faut pouvoir répondre. Enfin, moi, je pense qu'il y a quand même une certaine lassitude. Alors, ou bien elle se sent portée vraiment par une vague cette fois, et je pense que si elle est seule à pouvoir arriver à la victoire, que c'est pas Bardella, elle ira, mais pas avec un enthousiasme extraordinaire. D'autant que Marine Le Pen au pouvoir, elle voit bien ce qui se passe notamment en Italie, elle sait que c'est pas facile. Alors, on est élu sur des promesses qu'on ne peut pas tenir et c'est difficile, très vite compliqué. Alors, il y a cette hypothèse de la lassitude. Il y a aussi cette deuxième hypothèse que vous évoquiez. Peut-être que Marine Le Pen considère que les enquêtes d'opinion soulignent qu'elle a le vent dans le dos, que c'est inutile d'en faire trop, que les tendances jouent pour elle, comme pendant les retraites où elle s'était abstenue de prendre la moindre position. Peut-être qu'elle considère que pour vivre heureuse, ou potentiellement gagnante, elle doit vivre cachée, François-Xavier Bourbon. En tout cas. Oui, attention à Marine Le Pen, toujours attention à Marine Le Pen. Arlette, vous le soulignez, il y a un point qui est important. Marine Le Pen, elle est chef du groupe parlementaire RN à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a pas rouvert ses portes, elle est toujours en vacances. C'est vrai. Elle est officiellement en vacances. Rappelez-nous les dates d'ouverture de la session parlementaire. Fin septembre. Voilà, avec peut-être une session extraordinaire à la toute fin du mois, pour la loi de programmation de finances publiques. Et il y a une répartition des rôles au Rassemblement national. Jordan Bardella gère le parti, donc il gère la rentrée politique du parti, et Marine Le Pen gère le groupe parlementaire à l'Assemblée, donc elle va gérer la rentrée parlementaire du groupe. Avec ce rendez-vous, effectivement, sa rentrée politique, parce qu'elle a quand même un statut un peu au-dessus de simple chef de groupe. Elle a été 2 fois au 2e tour de l'élection présidentielle, et donc elle
elle pèse quand même. Elle représente des électeurs, des gens qui ont voté pour elle. Et 42% le rappel au deuxième tour la dernière fois. Je pense qu'elle est plutôt dans une stratégie de paroles rares, mais de paroles qui pèsent, que dans une stratégie d'effacement au profit de Jordan Bardella. Mais effectivement, il faudra en juger à la tonalité de son discours de rentrée, notamment à poser en regard des émeutes qui ont eu lieu fin juin. Alors, est-ce que ce n'est pas justement une erreur tactique, Antoine André, de laisser le champ libre à son ambitieux dauphin, qui lui ne chôme pas? Il vient d'accorder une interview à votre journal François-Xavier, Le Figaro, et il va prendre toute la lumière cette année, puisqu'il sera tête de liste aux européennes de juin. La campagne va démarrer dans quelques semaines, quelques mois. Est-ce que c'est pas une bourde de tactique de la part de la présidente du groupe RN à l'Assemblée? Vous parlez d'Éric Zemmour? Non, je parle de Marine Le Pen. Est-ce qu'elle ne fait pas une erreur en laissant trop de champ, en étant discrète, en laissant trop de champ à Bardella? Oui, c'est un risque à prendre. En même temps, Bardella, qui est très bon et qui est sur un registre extrêmement sérieux, policé, on l'a évoqué, qui joue le jeu des partis et du dialogue avec Emmanuel Macron, n'a pas encore la notoriété, il n'a pas l'héritage de Marine Le Pen. Il a une popularité, une forme de popularité, c'est vrai, parce qu'il commence à émerger, notamment chez les jeunes générations. Il n'a pas encore la patte politique de Marine Le Pen et d'un Le Pen. Je suis pas sûr qu'au parti, il ait non plus tous les leviers aujourd'hui. Je pense que Marine Le Pen a quand même surveillé ça de près. Et puis, il y a toute une génération de gens qui sont à l'Assemblée nationale qui ont été émergés plutôt grâce à Marine Le Pen. En tout cas, les poids lourds, je pense à Chenu, je pense à Briouat, je pense à Bild, qui est aussi un compagnon. Ce sont quand même des gens qui sont encore extrêmement influents dans le parti, qui savent tenir une machine politique. Donc, je pense qu'elle le tient bride courte. Néanmoins, cette rentrée-là, et ce qui s'est passé à l'Élysée, à mon avis, ça ne lui a pas échappé non plus. Effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, Arlette et François-Xavier, ça va être intéressant de voir comment elle se positionne à la rentrée, parce que elle est quand même un peu obligée là de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on sort d'une année, on l'a dit, parlementaire qui a bien réussi. Elle va pas pouvoir faire la stratégie de la cravate pendant 4 ans en disant c'est formidable, on est respectueux et puis en face ce sont des affreux. Et là, Bardella, ça marche dans les sondages. Ça marche, mais oui, mais là, parce que LFI elle ferait plus que le RN d'aujourd'hui. Bardella là instaure de façon impressionniste une forme de rapport de force, en tout cas de questionnement, de challenge, un peu comme si il regardait jusqu'où il pouvait aller trop loin. Et donc là, la rentrée de Marine Le Pen à l'aune de cette émergence va être effectivement très intéressante. Alors, mettons les pieds dans le plat. On va se poser la vraie question, même si c'est un peu tôt. Est-ce qu'il est possible que Jordan Bardella soit saisi de l'envie de candidater à la présidentielle en 2027 et de piquer la place à sa patronne, Arlette Chabot? Je pense que c'est tellement loin. Mais loin. C'est très, 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 très loin. C'est vrai qu'on va dire qu'il est jeune, que Marine Le Pen, elle a un avantage. C'est vrai que ces derniers mois, l'image, même pendant la campagne présidentielle, s'est arrondie. C'est vrai qu'elle est devenue maman. Elle joue beaucoup la maman des Français. Elle écoute le chat, le pouvoir d'achat. Donc, elle a beaucoup arrondi son image. Beaucoup moins virulente que LR pendant les émeutes, on l'a constaté également. Voilà, elle joue un peu la raison. Voilà. Après, il y a une différence de ligne qui commence à s'amorcer avec Jordan Bardella. Donc, on voit bien, quoi. Donc, je suis incapable de vous dire si Jordan Bardella va... D'abord, il aura un avantage. S'il gagne vraiment, plus nettement encore, les élections européennes en juin prochain, ça lui donnera effectivement un petit coup de booster à Jordan Bardella. Et tout le monde se dira, après tout, s'il a conduit une campagne européenne vraiment gagnante et pas de justesse, ça lui donnera un plus pour l'élection présidentielle. Mais pour l'instant, Marine Le Pen, avec la position de sagesse, de responsabilité qu'elle développe, pour l'instant, elle est évidemment programmée pour 2027, même si, encore une fois, je pense que profondément, je ne suis pas sûr qu'elle ait envie, franchement, d'un nouveau combat. Et puis, on a souvent expliqué que le principal frein de la conquête du pouvoir pour l'extrême droite, c'était le nom de Le Pen, Jean-Marie, puis Marine. Oui. Est-ce que Jordan Bardella, il ne pourrait pas résoudre cette difficulté, François-Xavier Bourmeau? Là, ça lève effectivement cette barrière, cette crainte ou cette peur que peut inspirer le nom de Le Pen au moment de mettre un bulletin dans l'urne. S'agissant de Marine Le Pen et de la campagne des européennes, juste une précision, il n'était évidemment pas question qu'elle prenne la tête de liste. Donc le mieux placé, en l'occurrence, c'est Jordan Bardella. Il y a une forme de normalité. Il n'y a pas de suspense. Voilà, il y a une forme de normalité à ce qu'il y aille. Sur les ambitions de Jordan Bardella, là,
il faut écouter les vieux briscards de la politique, ceux qui sont dans le paysage depuis très longtemps, qui connaissent bien le métier et l'environnement. Avec Jordan Bardella, ils ont flairé quelque chose. Ils ont senti un truc, ils l'observent, ils le regardent et il y a une potentialité. Voilà, il y a quelque chose ils le reniflent, ils voient une envie, une préparation. Il y a quelque chose dans l'atmosphère qui les inquiète ou en tout cas qui leur fait reconnaître Jordan Bardella comme l'un de ceux qui dans ce paysage peuvent effectivement être tentés d'y aller. Après, là, effectivement, à lui se posera la question à un moment ou à un autre de tuer la mer. Vous y croyez pour 2027 ? Je pense que c'est un peu tôt. Il y a une question dont on parlait tout à l'heure hors antenne, sur la question de l'âge, qui va sans doute peser peut-être de façon inconsciente dans le pays. Après avoir élu Emmanuel Macron, président plus jeune de la Ve République, est-ce qu'on repart pour un tour avec quelqu'un de très jeune ? Cette question-là va être dans l'atmosphère aussi à un moment, de façon consciente ou inconsciente, mais ça va se poser. Alors, à l'extrême droite, il y a le RN, le Rassemblement National, mais il y a aussi Éric Zemmour et Reconquête, le candidat à la présidentielle aux 7%. Il fera sa rentrée politique ce week-end à Gréoux-les-Bains, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. C'est la rentrée de la dernière chance, Antonin André ? Oui, le cas Zemmour est quand même un cas tout à fait singulier, spectaculaire aussi de ces dernières années. Qui était la star de la dernière campagne présidentielle où tout le monde l'a vu très très haut. Je me rappelle de Philippe de Villiers, complètement ému aux larmes, habité, disant il est en train de se passer quelque chose. Bon, en fait, il s'est rien passé, pas grand-chose. Il a quand même fait 7%, ce qui est pas ridicule. Il a fait 7%, mais c'était loin de ce qu'ils espéraient eux. Et il finit, c'est vrai, devant les LR. Donc, il y a quelque chose qui se joue là. Ensuite, il y a les législatives qui est un scrutin majoritaire dans lequel lui n'a pas du tout de troupes et d'implantation. Donc, 0 député, ce qui est une vraie déception. Et malgré tout, il est toujours dans le paysage. C'est-à-dire qu'on a fait un sondage là dans le JDD sur les prochaines européennes. La liste tirée par Marion Maréchal sort à 6,5-7%. Il maintient son petit capital. Au coude à coude avec les LR. Et avec la possibilité, grâce à la proportionnelle, d'avoir des élus dans une grande assemblée, en l'occurrence le Parlement européen. Donc oui, c'est une année très importante pour lui à enjeu. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que derrière ces européennes, il y a la question d'une lutte à mort quand même, parce que je pense que le ménage va se faire aussi à droite et à l'extrême droite. Et ceux qui ont le plus à craindre de Zemmour, ça n'est pas Marine Le Pen évidemment, c'est les LR. Et si jamais Éric Zemmour arrive devant les LR, je pense que le parti de Ciotti explosera, qu'Aurélien Pradier va s'émanciper et derrière on verra quelque chose de générationnel. Si Bardella tape les LR, si Zemmour est devant Renaissance, si Zemmour est devant les LR, il y aura une recomposition politique, il y aura un moment de recomposition politique. Et c'est là, je pense aussi, pour faire le lien avec ce que vous disiez précédemment, que le saut générationnel, moi, je ne l'exclurai pas totalement pour 2027. Parce que quand je vois Attal, quand je vois Bardella, et quand je vois leurs aînés qui font de la politique un peu molle, et que je vois ces types-là qui ont des avis tranchés, qui prennent des positions, qui assument, c'est aussi un peu ça qu'on attend après le snake Emmanuel Macron. Arlette Chabot, question un petit peu provocatrice. Est-ce que Zemmour, c'est comme Capri ? C'est fini ? Non, c'est pas fini. Et je suis d'accord sur les LR qui peuvent redouter effectivement sa concurrence très très fort. D'autant qu'il ne vous a pas échappé que même Nicolas Sarkozy, dont il faut toujours parler, dit bien que l'avenir appartient à celui qui saura réunir ceux de droite, qui sont portés chez Emmanuel Macron, ceux qui sont chez les LR toujours, et les Zemmour. Donc je pense que on peut tout lui reprocher à Nicolas Sarkozy, sauf qu'il n'est pas mauvais quand même en stratégie politique. Et là, donc il met Zemmour dans ce camp. Ça veut dire qu'effectivement, je pense que si Zemmour est devant la liste des Républicains, franchement, c'est la disparition annoncée. C'est la droite. Vous savez, les électeurs de Zemmour, c'est en gros les électeurs de Fillon. C'est la droite filloniste. En fait, il y a presque plus de... Enfin, si on met de côté l'identitaire, parce que c'est vrai qu'il y a encore quand même cette espèce d'écueil et de fantasme dégueulasse du grand remplacement et tout ce qu'on veut qui est nauséabond et qui repose vraiment sur du fantasme et de l'hystérie. Mais au fond, même sur ces créneaux-là, il est un peu dans la droite filloniste, tradie, qui a été très animée pendant très longtemps, la droite catho, tradie, qui s'est sentie humiliée, mal représentée par Sarkozy, qui est une espèce de trublion libéral. Et Zemmour, il est capable de faire ce lien-là. Alors, je rappelle quand même que Éric Zemmour, qui avait été relaxé en appel pour ses propos selon lesquels Pétain avait sauvé des Juifs, je cite, pendant l'occupation, eh bien hier, la Cour de cassation a cassé cette décision et donc Éric Zemmour sera rejugé par la Cour d'appel. Très rapidement, pour conclure, François-Xavier, est-ce que vous croyez encore à un avenir politique pour Éric Zemmour ou est-ce que c'est fini ? Présidentiel, je pense pas. Politique, oui.
puisque effectivement c'est une des clés de la recomposition à droite. J'ai l'impression que sur l'élection présidentielle, il a passé son tour. C'était vraisemblablement, à mon sens, un one-shot, l'effet de surprise. Et puis un tel manque d'empathie chez Éric Zemmour que pour rassembler, ça va être très compliqué maintenant. Eh bien, merci à tous les trois pour vos infos, explications lumineuses, éclairages. Nous savons tout de la rentrée très scolaire du président, des suites de la folle nuit de Saint-Denis et de la rentrée de l'extrême droite en ordre dispersé. On se retrouve mercredi prochain en compagnie bien sûr des meilleurs décrypteurs de la politique. D'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Radio J. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon,